En ce moment, je m'entraîne pour courir un semi-marathon. À main levée, qui dans la salle l'a déjà fait? Qui a le même type d'objectif? Qui se dit: «Ils sont fous tous ces gens qui se lèvent tôt le matin pour aller courir?» Avec ces 3 questions, j'ai identifié les experts de mon sujet, ceux qui pourront m'aider à atteindre mon objectif. D'ailleurs, je vous attends au déjeuner, au cocktail pour des conseils. Ceux qui sont engagés dans la même direction et pour finir, ceux dont soit je vais devoir me passer, soit que je vais devoir aller chercher à convaincre. Je m'appelle Laura, je suis designer. J'ai passé 10 ans dans des grands groupes avant de rejoindre le monde du conseil et aujourd'hui, j'accompagne principalement mes clients à monter et piloter des équipes design et à mener des cycles de discovery pour impacter leur stratégie business. L'invitation que je vous fais aujourd'hui, c'est de vous raconter comment j'ai détourné nos outils, ceux du design et du produit, pour les mettre au service de la construction d'une stratégie. Et pour ça, je vais vous raconter un petit exemple de contexte. J'ai accompagné il y a peu une transformation digitale à l'échelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, notamment métier, de ce contexte. Je vais juste vous donner quelques chiffres sur lesquels je vais m'appuyer pendant mon récit. C'est une transformation qui a lieu dans une entité d'un grand groupe, avec environ 400 personnes qui sont regroupées en 3 plateformes et 24 équipes produits. Pour mener à bien cette stratégie, la stratégie de ces plateformes, j'avais à ma disposition une équipe transverse avec 3 types de profils, des designers, des product managers et des coachs. Mon rôle sur cette transformation, piloter les designers de l'équipe et construire la stratégie des plateformes avec ces 3 profils. Pour ce faire, j'ai 3 ancrages qui m'ont drivé. Le cap, définir où on va. La démarche, tenter de trouver comment on y va. Et embarquer le collectif. Comment le contexte dans lequel on est change la manière d'embarquer les gens avec qui on travaille. Ça peut paraître assez standard finalement, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on le fait vraiment au quotidien? C'est ce que je vous propose d'essayer de parcourir en ces 3 étapes et je vais commencer par définir le cap. La première question à adresser pour moi, c'est qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Ce que je vous ai partagé en vous disant que je m'entraînais à courir un semi-marathon, c'était pas très précis. Je vous ai pas dit je vous ai pas parlé de l'échéance, des conditions, de comment je m'entraînais. Donc je vais avoir besoin de clarifier mon objectif, l'objet que je vise, essayer de le rendre le plus concret possible. Et comme illustration à cette partie, je vous propose de m'appuyer sur l'outil que j'ai utilisé pour construire la stratégie de la première plateforme. Certains d'entre vous le connaissent sûrement, je parle du Speedboat. À main levée, qui l'utilise dans la salle? J'ai fait le choix de le détourner et de l'utiliser, non pas pour regarder le passé, mais plutôt pour imaginer le futur. Je fais un petit tour d'horizon rapide, pour ceux qui le connaissent moins. On va retrouver sous forme de métaphore, je suis un peu petite pour les slides, heu, l'objectif avec l'île de rêve à atteindre, les contraintes sous forme de freins, de peur, de risques avec l'ancre et le monstre, le bateau avec les moyens internes, l'équipe et les vents avec les moyens externes et les sponsors. Je vais commencer par vous parler de l'île. Dans le cas de ma course, combien de temps? Combien de kilomètres? Quelles conditions? Si j'élargis mes questions, est-ce qu'on a des mesures? Quels sont les comportements? Quels sont les moyens nécessaires ou à disposition pour y arriver? Je m'entraîne déjà. J'ai des mesures utiles. Je connais mon rythme, minutes par kilomètre. Je connais le nombre maximum de kilomètres que j'ai couru jusque-là. Je vais m'appuyer sur ces données pour définir mon objectif. Si je devais le reformuler maintenant, je dirais que je veux courir 21 kilomètres en moins de 2h30 avec
150 mètres de dénivelé maximum d'ici février. C'est là que la data et l'importance de la mesure rentrent déjà en jeu pour moi. Le factuel sur lequel je vais m'appuyer pour définir et formaliser précisément ce que je cherche à atteindre. Dans le cas de la stratégie des plateformes dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la même chose. On avait des mesures, mais à ce stade, les objectifs étaient encore macro. On parlait d'objectifs à horizon 2030, comme réduire le time to market, augmenter ou sécuriser le chiffre d'affaires, réduire l'impact environnemental des produits physiques et digitaux qu'on était en train de créer. Des enjeux encore vastes. Pour pouvoir les affiner, je me suis appuyée sur l'encre et le monstre, les risques. Dans le cas de ma course, globalement, mon monstre, ce qui pourrait m'empêcher d'y arriver, c'est de me blesser. Et mon encre, ce qui pourrait me freiner, c'est la flemme. J'ai commencé à courir en mai et je découvre des nouvelles contraintes. Il commence à faire nuit le matin, il fait froid, et un matin sur deux, il pleut. En les posant sur le speedboat sous forme de métaphore, je les rends visibles, et en les rendant visibles, je vais pouvoir essayer d'y trouver des palliatifs. Sur l'exemple de la stratégie de la plateforme, ce moment, il a été clé quand on a introduit cette deuxième question. Comment mon île est un cap ambitieux mais réaliste? Comment je crée une tension réaliste pour mitiger ce cap ambitieux? Quand je parle de tension ici, je parle de comment on va se mettre en mouvement. Un peu comme quand on tend un élastique et qu'on va créer l'impulsion. Cet ancrage réel qui fait qu'on est obligé de bouger, qu'on ne peut pas rester statique. En le faisant de cette manière, on s'est rendu compte que le cap initial, celui qu'on avait imaginé, il était intenable. Les obstacles étaient trop nombreux, la réalité trop loin de ce cap et donc trop difficile à dérisquer. Ce qu'on a fait, poser une île intermédiaire, une escale, à plus courte échéance, plus proche de notre réalité, qui nous permettait de commencer à tester des choses et donc de se mettre en position de succès. Maintenant qu'on sait à peu près où on va essayer d'aller voir comment on peut y aller. Si je devais le formuler en question, ce serait de quoi j'ai besoin pour avancer dans cette direction. Sur le speedboat tout à l'heure, on avait les vents et le bateau. Au regard de l'encre et du monstre, c'est des éléments qui vont pouvoir nous donner des pistes pour cadrer cette démarche. Et je vais revenir à l'invitation que je vous ai faite, vous parler du comment on détourne notre boîte à outils, et je vais vous parler du discovery, pour cadrer et construire cette stratégie. D'abord, la boîte à outils. Elle varie suivant chacun d'entre nous, suivant nos expertises, notre expérience. Elle a un avantage et un inconvénient, c'est qu'elle est relativement large. Et en bons experts, on a tendance à essayer d'aller chercher le meilleur outil dans cette boîte, celui qui sera parfait. Néanmoins, je suis convaincue qu'il n'existe pas. Pour moi, les réussites à ce stade, elles résident dans la manière de s'adapter. Si je devais poser une démarche pour construire une stratégie sans prendre en compte le contexte et l'équipe de facilitateurs, ça aurait pu être une démarche que j'aurais posée. Je vous laisse le regarder un petit peu. À main levée, qui maîtrise ce set d'outils dans la salle? Ça tombe bien, c'est pas ce qu'on a fait. Comme le titre de ce moment a pu vous mettre la puce à l'oreille, je vais faire un focus sur la discovery et plus largement sur les démarches du design thinking. La définition telle qu'elle est posée ici, définition du dictionnaire, la discovery, prendre conscience d'une réalité jusque-là ignorée. Ça résonne pour moi assez fort avec la manière de prendre des décisions éclairées. Quant au double diamant que j'ai posé en illustration ici, il va nous permettre de découper notre démarche en 4 grands moments où on va diverger puis converger, tant pour
définir le problème et poser ce fameux objectif, puis pour essayer de trouver des solutions, puis une solution. Ils définissent une partie du cadre dans lequel on va pouvoir avancer. Je reviens à la stratégie de la plateforme dont je parlais tout à l'heure. Je vous l'ai partagé en intro, on avait 3 types de profils dans l'équipe. Des designers, des product managers et des coachs. Avec cette équipe, on a posé notre boîte à outils. C'est l'image que vous voyez au milieu. Même problème que tout à l'heure, elle est encore relativement large. J'ai fait 2 choix. Regarder que les outils communs et en maîtrise de l'ensemble des profils. J'ai fait ça pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une démarche qu'on allait devoir répliquer et donc il fallait qu'on soit tous capables de pouvoir la jouer. Deuxième raison, on avait un timing un peu serré et donc on n'avait pas la capacité de se dire qu'on allait se former, à une vingtaine sur des nouveaux outils. Le set d'outils sur lequel on a abouti, c'est celui-ci. Pour poser le diagnostic, on a travaillé avec des interviews et des user journées. Ça nous a permis d'avoir une bonne visibilité de l'existant. Des user journées to be et le speedboat pour définir où on allait et où étaient les opportunités. Un design sprint en format 2 jours pour formuler les hypothèses. Un prototype pour le rendre concret et une story map pour le mettre en action. Ce set d'outils, il n'est pas parfait. Il aurait pu être vraiment différent avec un autre collectif. Les outils qui sont ici, c'est juste des moyens de venir construire cette stratégie. Ils fonctionnent car ils sont adaptés à l'équipe, aux facilitateurs dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi au contexte. Si je prends l'exemple du design sprint, ou plus largement des outils du design thinking, souvent le cas d'usage qu'on retrouve, c'est plutôt des startups ou des lancements de nouvelles activités. Néanmoins, dans nos contextes, on est souvent plus contraints. On a un existant, un legacy à prendre en compte, une conduite du changement à imaginer, à mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser. Ça veut dire qu'on va devoir décider quoi adapter et quoi ne pas lâcher. Je ne suis pas rentrée dans les détails des activités du design sprint ici, mais notamment, on peut venir adresser des sujets de business modeling. Dans le cas de l'équipe, ce qu'on a décidé de ne pas lâcher, c'est le focus, en gardant toujours le cap, l'île qu'on avait définie en tête. Un livrable concret à chaque étape et l'implication du collectif. On sait où on veut aller, on a une idée de comment on va s'y prendre. Maintenant, il reste un point important avec qui on y va. Je vous ai parlé de l'implication des facilitateurs de cette équipe transverse, mais je ne vous ai pas encore parlé des parties prenantes. Dans le cas de ma course, c'est plutôt facile. Je décide toute seule d'où je vais et comment j'y vais. Dans le cas de la stratégie de la plateforme, c'est un peu plus complexe et plus globalement dans nos environnements professionnels. J'ai besoin d'identifier et d'embarquer les personnes qui ont le pouvoir de décision et d'influence sur cette stratégie. Je vais vous raconter le premier cycle de discovery qu'on a mené. On a joué le speedboat, posé la démarche avec le collectif de facilitateurs que je vous ai montré tout à l'heure. Et on l'a présenté aux parties prenantes, qui avaient beaucoup de contraintes, qu'on a acceptées au départ. Les participants n'étaient pas toujours les mêmes. C'est pas eux qui ont le mandat. Les sessions, elles se passent en hybride et elles sont espacées de 2 à 3 semaines. Résultat, on avance, mais on n'avance pas assez vite. Le sujet reste en pause entre chaque session, on doit reposer le contexte et on n'a personne qui décide. Je vois les risques arriver et je décide d'en parler au directeur de cette plateforme. Pour moi, sans lui et son implication, le sujet, il n'avance pas. On n'atteindra jamais l'île. Ce moment, il m'a appris à ne pas lâcher l'implication de mes parties prenantes pour 2 raisons. L'importance. Si c'est pas important pour elles, il y a peu de chances que ce le soit pour leurs équipes. Et 2, le temps.
Si elles n'y attribuent pas de temps, peu de chances que leurs équipes priorisent ce temps également. J'ai pas prévu de vous parler de stratégie d'influence, mais plutôt de vous partager un levier qui a marché pour moi dans ce contexte, qui est d'établir un contrat moral. Aller chercher l'engagement de ces parties prenantes en les mettant face à la réalité que je viens de vous décrire. Sans elle, il va rien se passer. Je vais dépenser du temps, de l'énergie en sachant que l'impact, il sera relativement limité. L'invitation que je leur fais, incarner leur engagement pour atteindre l'île en définissant dès le début leur implication dans la démarche. Les emmener en partie avec nous, leur faire vivre l'expérience. On a pour une grande partie d'entre nous déjà restitué une discovery, une recherche utilisateur, une étude de marché. Et on se retrouve face à des gens qu'on n'a pas embarqués plus tôt, à qui on raconte nos conclusions et qui vont venir remettre en cause tant notre démarche que nos résultats. L'invitation que je leur fais ici, c'est de le faire raconter à ceux qui l'ont vécu et donc de les emmener avec nous pour qu'ils soient convaincus et qu'on n'ait pas à les convaincre. Je reviens à la toute première question que je vous ai posée. Pour identifier mes 3 populations. J'ai besoin de tous les impliquer. Mes experts, ils vont me donner un éclairage, des retours d'expérience qui vont me faire gagner du temps et potentiellement du sponsorship, s'ils sont reconnus comme tels au sein du collectif qui décide. Ceux qui sont engagés dans la même direction, qui vont être la force vive, ceux que je vais emmener sur le bateau, qui vont pouvoir nous aider à avancer. Et les neutres et les réfractaires, ceux qui trouvaient fou qu'on puisse aller courir. J'ai besoin d'eux aussi. On se dit des fois qu'il faut les laisser de côté, mais je pense que c'est super important de les embarquer pour leur regard critique et constructif. S'ils ont des doutes, il y a de grandes chances que les gens qui participent à cette stratégie partagent parfois les mêmes doutes. Et donc, en les emmenant avec nous, on va leur donner à voir cette réalité ignorée pour qu'ils puissent en partager un regard critique. Je reviens aux 3 ancrages qui m'ont drivé et qui nous ont permis de construire cette stratégie. En tout cas, c'est ce que j'en retiens et ce que je vous propose aujourd'hui. Un objectif clair et surtout une tension réaliste et partagée pour créer l'impulsion, la mise en mouvement. Pour la démarche, ne pas aller chercher l'outil parfait sur étagère, mais choisir un outil adapté à l'équipe et au contexte et embarquer en faisant vivre votre démarche plutôt qu'en leur racontant. C'est ma réponse, ou en tout cas ma proposition de réponse que je fais à l'édito de cette journée. Comment oser prendre des décisions tout en préservant son équilibre et celui de ses équipes? Ça a été une manière pour moi d'oser aller plus loin, tout en préservant cette équipe et en me préservant moi-même, en restant moi-même. J'espère que je vous aurai donné envie de vous amuser avec votre boîte à outils et d'oser l'utiliser et la détourner pour aller impacter la stratégie de vos produits, de vos organisations et de vos entreprises. Merci.